Nous partons pour notre thématique. On maintient l'atmosphère de fraîcheur et on parle un peu plus sérieusement de notre thème aujourd'hui. Juridique. Ah oui, aujourd'hui c'est le droit, gestion des sociétés et infraction pénale. Vous savez, la gestion d'une société demande beaucoup de minutie et d'assiduité. Il ne faut pas confondre ses comptes personnels à ceux de l'entreprise et les actionnaires sont, on va dire, co-gestionnaires d'un même fonds. Et il n'appartient pas à une seule personne. Donc, il faut faire attention, sinon les infractions derrière, ça peut venir. Élément illustratif. Et derrière, l'expert en droit nous donne toutes les indications. La création d'une entreprise est un projet qui implique plusieurs démarches qui conduisent chez le notaire, au greffe, au tribunal du commerce, à la direction générale des impôts, etc. De la déclaration notariée de souscription à la déclaration du personnel, en passant par la déclaration fiscale d'existence. Chaque étape doit être menée selon des normes administratives et juridiques. Et il n'est pas toujours évident de les accomplir sans être en porte-à-faux avec la loi. Je me suis donc lancé dans la création de mon entreprise. Donc du coup, étant ignorant en ce qui concerne la loi du pays, en ce qui concerne les impôts, en ce qui concerne autres papiers administratifs, cela m'a amené à sauter ces étapes et par la suite, cela m'a rattrapé. Dans les premiers moments, bon, disons que j'ai pas fait recours aux impôts, c'est-à-dire que j'ai voulu fonctionner comme ça dans l'illégalité. Alors, quelques temps plus tard, ça m'a rattrapé. Donc un jour, les impôts sont venus. Ils sont venus dans l'improviste. Je ne savais pas qu'ils venaient. Ils sont arrivés, monsieur, vos papiers. Il n'y a pas de papiers. On avait des clients, tout le monde était là, tout et tout. Donc voilà. Pour quand même, pour une personne quand même pour l'image de l'entreprise. Et puis bon, voilà. J'ai plus vraiment voulu que ces gens de scène se reproduisent, quoi. Voilà. Donc je me suis mis un jour. Les responsabilités du dirigeant d'une entreprise et des associés peuvent être mises en cause lorsqu'ils ont commis des fautes ou des imprudences. Condamnation, amende et emprisonnement sont des sanctions prévues par le Code du commerce et le Code pénal. J'ai reçu des stagiaires, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui venaient de sortir de l'école et ils étaient là pour un stage. Ils ont commencé le stage a duré 1 mois. Pendant que leur stage se déroulait, ils m'ont demandé, ils m'ont dit que c'était une doléance parce qu'au préalable, je leur ai dit que je ne payais pas de prime de transport. Bien avant la fin de leur premier mois, ils m'ont fait une doléance que je devais leur verser une prime de transport. J'ai donné mon OK et comme nous étions en fin d'année, je suis allé en voyage et pendant que je n'étais pas là le 3 janvier, ils devaient reprendre le service. Ils sont venus juste se plaindre pour dire qu'ils n'ont pas reçu leur prime auprès de mon assistant. Je leur ai dit, mais quand je reviens du voyage, on allait discuter du contrat et autres. Donc ils sont partis, ils ont saisi un certain avocat qui m'a envoyé une plainte. J'ai eu la visite inopinée des agents de la direction générale des impôts ici qui sont venus. Et c'est lors de leur visite au sein de mon entreprise et avec l'échange que j'ai eu avec eux, je me suis rendu compte que j'étais en infraction. En cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entreprise, des poursuites pénales peuvent être engagées contre le dirigeant si le dossier révèle des comportements particulièrement graves. Ces poursuites peuvent être notamment à l'initiative du ministère public et de l'administrateur. Le dirigeant peut être condamné, notamment pour bonne route. 7h06, mesdames et messieurs, vous êtes à Matin Bonheur, vous faites bien. Aujourd'hui, on parle droit, vous le savez, vous connaissez les fondamentaux. Alors, Maître Koné, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Marco. Alors, directement, on rentre dans le vif du sujet. Dans quelles circonstances peut-on poursuivre, mettre une personne dans le cadre de la création ou gestion des sociétés? Bon, comme il a été dit dans l'élément filmé, le fait de créer une société, c'est comme lorsqu'on prend sa voiture et qu'on a la circulation. Ça veut dire quoi? Dans notre conduite, nous allons avoir devant nous, à nos côtés, derrière nous, des personnes aussi en voiture ou des personnes qui marchent. Belle image. Ou des personnes, des handicapés qui traversent la route. On a des feux rouges, on a des panneaux, ainsi de suite. Ça veut dire que l'activité de la société a un impact immédiat sur l'entourage, sur le tissu économique, sur la vie et le patrimoine des uns et des autres. Raison pour laquelle, pour la création d'une société ou pour sa gestion, il est apparu nécessaire au législateur d'encadrer les actions, les actes qui sont posés dans ce cadre-là à travers des sanctions pénales.
Initialement, le commerce était considéré comme une activité de personnes qui n'avaient pas réussi dans la vie, à l'époque. Je vous parle des temps anciens. De sorte qu'on pensait que le commerce ne devait pas être fait par tout le monde. Donc on légiférait d'une façon lapidaire à la limite. Et plus tard, on se rend compte que le commerce est tellement important que tout le monde ne doit pas le faire. Ça veut dire qu'à l'époque, c'est n'importe qui faisait le commerce. Les gens qu'on considérait comme bien ne devaient pas en faire. Et plus tard, on considère que ce n'est pas tout le monde qui doit pouvoir en faire. Ceux qui ne sont pas bien ne doivent pas en faire. Ça, c'est devenu tellement important. Et donc, le législateur a estimé que lors de la création des sociétés, lors de la gestion des sociétés ou lors de la liquidation, de la fin de vie des sociétés, il faut encadrer tous ces faits-là par des actions pénales. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui veut travailler. Il dépose une demande dans une société qui est en création. Mais imaginez-vous que la société est créée de façon fictive, mais de façon frauduleuse. C'est déjà quelqu'un à qui on a promis un emploi qui ne l'aura pas. Vous êtes producteur ou bien vous êtes livreur de matériel, vous êtes commerçant, vous fournissez quelque chose à quelqu'un et vous vous rendez compte, aujourd'hui vous arrivez, la société est créée avec tout ce qu'il y a comme élément. Le lendemain vous arrivez, vous avez fini de livrer toutes les marchandises, vous venez pour un encaissement, il n'y a plus personne. Cette société a disparu. Ça veut dire que cette société n'existait pas. Bon, si on prend celui qui a fait ça, selon vous, qu'est-ce qu'on doit le faire? Il doit subir on ne la doit rigueur. pas l'applaudir. Oui. Il faut qu'il subisse la rigueur de la loi. Raison pour laquelle dans notre législation, au moment de la création de la société, au cours de sa gestion, parce qu'au cours de sa gestion, imaginez-vous, vous avez des familles qui travaillent, des pères de famille, des mères de famille. Et je trouve que le patron de la société utilise les fonds de la société comme ses fonds personnels, alors que certainement que d'autres actionnaires lui ont apporté l'argent pour qu'ils puissent la créer. Bon, imaginez-vous, ces pères et familles qui vont perdre leur emploi, ces mères et familles qui vont perdre leur emploi. C'est un déséquilibre social. Donc, lorsque ces personnes-là sont dans la gestion de ces sociétés, lorsqu'on prend ces personnes, forcément, il y a une sanction pénale. Ou bien la fin de la société. La société vit bien, tout baigne, tout le monde lui fait confiance. Il y a des personnes qui ont leur emploi. Et puis un matin, il vient dire, bon, écoutez, la société ne marche plus, c'est fini, on ferme. Et on se rend compte, en réalité, qu'il a fait une fraude, c'est ce qu'on appelle la banque frauduleuse. Donc, en ce moment-là, on doit pouvoir poursuivre cette personne. Et parler de poursuite, quelles sont les infractions que l'on peut commettre dans les cas suscités lors de la création, lors de la gestion et Si on veut les citer sur ce plateau, il y en a tellement. Citons le maximum. Succinctement. Par exemple, vous voulez créer une société. Vous n'avez pas un franc. Ou bien, une société qui n'existe pas, vous dites directeur de société. Et après, on se rend compte que vous n'avez fait vous n'avez libéré ni l'actionnariat, vous n'avez fait aucun document relatif à cette société. On vous fait confiance, mais si au moment de la création, vous n'êtes même pas capable de pouvoir faire le minimum, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien vous présentez des documents, vous voulez, par exemple, on sait que Marco, il fabrique de l'acier. On vient, on dit, bon, écoutez, nous sommes nominés pour construire un tel pont, et voici les statuts de notre société, tout et tout. Et vous lui faites confiance, vous leur donnez tout ce qu'il faut, et après vous vous rendez compte, une fois au greffe, vous vous rendez compte que cette société n'a jamais été créée. Ça, voilà au niveau de la création, quelques cas. Ça, c'est au niveau de la création. Maintenant, au moment de la gestion. La gestion maintenant. Au moment de la gestion, celui qui fait du patrimoine social son affaire personnelle, c'est une faute de gestion. Ou bien, lors des assemblées générales, on estime que la société marche tellement bien qu'il y a des personnes qu'il faut chasser. Parce que ça va. Très souvent, quand ça ne va pas, les gens s'entendent. Et puis, au moment où ça va, on ne s'entend plus. On estime que celui-là ne doit pas participer à l'assemblée générale des actionnaires. Et puis, le jour de l'assemblée générale, on poste devant le portail des personnes dont le rôle est parfois pas très nécessairement intéressant, mais leur rôle est de pourchasser, empêcher que certains puissent avoir accès à la salle. Mais ça, le fait d'empêcher quelqu'un qui est régulièrement associé, qui a tous les documents, qui a tout ce qu'il faut pour être membre, pour prendre part à cette assemblée, lorsque vous l'en empêchez, c'est une infraction. Et lors du fin de vie des sociétés, une société qui marche correctement, et puis on se rend compte que vous avez intérêt, vous avez envie que cette société-là plonge pour qu'une autre se relève. Et puis on se rend compte que vous faites des documents pour montrer que la société ne marche pas bien,
la société a des difficultés, rien ne va. Et puis en ce moment-là, on dit, bon, cette société-là, elle doit être mise en liquidation. Alors qu'en réalité, quand on fouille, vous êtes en train de favoriser une société tierce. Parce que vous voulez que la vôtre plonge pour pouvoir bénéficier mieux des avantages de l'autre côté. En ce moment-là, on dira que vous êtes en train de faire une banqueroute, c'est-à-dire mettre la société, c'est comme une sortie de route de la société, écraser la société, mettre fin à la vie de la société frauduleusement. En ce moment, on peut vous poursuivre pour avoir provoqué ça. Ou bien vous faites exprès, c'est-à-dire vous faites exprès, chaque fois que vous poserez des actes qui sont contraires à l'éthique de gestion sociale et qui a un impact négatif sur le patrimoine, sur la vie des autres, naturellement, vous serez poursuivi. Alors là, on parle inévitablement des abus. N'y a-t-il pas d'abus Et si oui, comment les éviter? Ah oui, il y a toujours des abus. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise, lorsque des journées se tenaient sur le Doing Business, l'occasion m'a été donnée de le dire, il faut éviter le maximum possible d'introduire le champ pénal dans les affaires de société. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, plein d'avocats pourront en témoigner, beaucoup d'avocats pourront en témoigner, même au niveau du parquet d'Abidjan, on peut en témoigner. Il y a des faits qui, parfois, sont des infractions commerciales purement et simplement. Même pas des infractions pénales, des fautes, de fautes professionnelles ou bien des mésententes. Ça se termine à la police. Il y a des cas très bien illustrés, des personnes qui sont associées, qui, lors de l'Assemblée générale, ne s'entendent pas. Mais il y a un tribunal spécialement dédié à ces choses-là. Le tribunal du commerce. Le tribunal de commerce. Oui. Le tribunal de commerce. Mais on entend, non, on a pris une convocation contre elle. Ou bien, la société est située à Vridi, on va faire une convocation à l'autre bout d'Abidjan. Tout ça pour qu'on empêche la société même d'évoluer. Et en ce moment, lorsqu'une personne, cette personne-là est convoquée, elle arrive, on dit, bon, vous avez détourné tel montant, sans avoir fait d'examen préalable, sans avoir fait de compte préalable, sans avoir fait une expertise préalable, sans même qu'un comptable ait vérifié les chiffres. On dit, bon, telle personne a tel montant, elle a déjà détourné tel montant. Tout simplement parce que certainement les deux associés ne s'entendent pas, on veut en exclure un. Donc on crée des faits mal montés, et je dirais même des faits qui n'ont rien de correctionnel, et on envoie à la police. Et si vous ne tombez pas sur un policier perspicace, il vous dit, ah oui, on dit qu'elle a détourné tel montant. Et très souvent, la plupart du cas, c'est comme ça. Et heureusement, l'occasion m'a été donnée de rencontrer un commissaire qui, rencontrant des personnes qui sont venues porter plainte pour toi, il me dit, mais non, maître, ceux-là, vous voyez comment on souffre, ceux-là, cette affaire est purement commerciale. Et il leur a dit, allez au tribunal de commerce, on dit, non, c'est que le commissaire, il a eu l'argent. Mais non, lui, il a fait du droit. Il sait de quoi il s'agit. Oui. Il a fait du droit des affaires. Il lui a dit, non, ne faites pas ça, parce que ça, c'est commercial. On estime que non, lui. Mais par contre, celui qui va accueillir cette plainte-là, cette plainte qui n'a rien de pénal, à bras ouverts, on dirait, ah non, lui, il travaille. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Et lorsque, par exemple, l'avocat arrive, qu'il soulève le fait que cette affaire est commerciale, purement commerciale, on estime que l'avocat veut... C'est lui qui veut nous leur faire apprendre le travail. Mais non. Une fois, il y a un magistrat du parquet qu'on appelle, même monsieur le procureur, ça fait un moment, cette affaire-là est ici, parce qu'un avocat est venu lui porter les faits, il appelle. Non, mais cette affaire-là, depuis là, on n'a même pas trouvé de solution à cela. Mais le procureur lui a dit, mais écoutez, mais c'est parce que vous n'avez pas compétence pour trouver une solution. Vous n'avez pas qualité pour poursuivre dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire pénale, c'est pourquoi depuis 3 jours, vous ne trouvez pas de solution. Lorsque vous ne trouvez pas de solution, mais vous laissez tomber, ce n'est pas à vous de poursuivre. Parce que c'est une affaire purement commerciale. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, imaginez-vous le balai que les avocats sont obligés de faire chaque fois au parquet pour porter à la cour du procureur. Il y a une affaire civile ou commerciale dans tel commissariat, dans telle brigade de gendarmerie. À tout moment, mais si on ne veut faire que ça, certainement le procureur n'aura rien d'autre à faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une méconnaissance de la démarche à suivre pour porter plainte dans le cadre d'une mauvaise gestion de société. Mais est-ce qu'en amont, dans l'entreprise, il n'y a pas d'indicateur pour sécuriser tout ça? On a libre cours parce qu'on est actionnaire ou voilà. Comment ça se passe? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, toute mésentente en entreprise n'est pas forcément pénale. Ça, il faut le dire. Ça, c'est la base. La plupart du temps, elles sont commerciales. La plupart du temps, c'est des choses commerciales. Imaginez-vous un comptable. Un chèque est émis, certainement avant que ce chèque ne passe. Il paye un fournisseur.
heureusement qu'aujourd'hui, la pénalisation du chèque est vraiment très réduite. À l'époque, la société émet un chèque. Avant que le chèque ne soit crédité, on paye un fournisseur. Quand le fournisseur arrive qu'on ne peut pas payer, automatiquement, non, il y a une faute pénale en cours. Et aujourd'hui, deux personnes qui font une affaire, qui s'associent, qui sont dans le cadre d'une société, elles vendent de la marchandise ou bien elles achètent la marchandise. La marchandise n'est pas payée à temps. Mais figurez-vous que pour ces choses-là, on va au commissariat. Pour des dettes commerciales, on va au commissariat. Ou bien des associés qui ne s'entendent pas. L'un veut que l'autre soit poussé à la sortie. Lors d'une assemblée générale, certainement que les deux ne s'entendent pas. Ou bien on estime que lors de la gestion de la société, il n'est pas venu à l'heure, il a fait ceci, l'affection sociétatiste n'existe pas, et ainsi de suite. On porte plainte. Et de plus en plus, ces plaintes-là deviennent... Pas plus tard que hier, on m'en parlait encore. Une société qui vit bien, deux associés qui ne s'entendent pas aujourd'hui, leur a porté une plainte dans un commissariat. Arrivé là, on lui dit, mais non, cette affaire n'a rien de pénal. Il laisse le commissariat, il va dans un autre commissariat. On lui dit, non, cette affaire n'a rien de pénal. Et pendant temps, l'autre est toujours convoqué. Hein. C'est quand il vient expliquer, on dit, mais non, cette affaire n'a rien de pénal. Et maintenant, il va dans un autre troisième commissariat, et en ce moment, on tombe sur quelqu'un, certainement, qui n'a pas fait droit, tout le monde ne peut pas faire droit. Mais au lieu de se renseigner, il veut chercher à poursuivre cette affaire. Comme on dit, et il arrive, on dit, on le coince, c'est le mot qui m'a été dit, on l'a coincé pour qu'il paye. Mais lorsqu'on se sent obligé de coincer, c'est ce qui n'est plus de droit. Lorsqu'on se sent obligé de coincer, le droit, il est fluide. Le droit ne fait pas coincer. Alors, maître, dans tout ce méli-mélo là, auquel on assiste, parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens aussi, soit dit en passant, qui ont à elles seules énormément d'entreprises que de noms. Et tout ça aussi, c'est... Tout cela est révélateur c'est ce que je disais. De ce climat de foi fantaisiste qui existe dans le monde des affaires. Lors de la création des sociétés, souvent on voit des personnes, appel public à l'épargne. Envoyez votre argent, nous allons créer une société pour faire telle chose. Et très souvent, vous allez arriver, les bureaux sont beaux, tout est bien fait, ainsi de suite. Et puis, le lendemain, vous revenez, il n'y a plus personne. C'est une blanchisserie, mais c'est une autre société qui est là. Ils ont déjà... Il n'y a rien. Ils ont déjà eu le temps d'amasser et ils ont fui. Le matin, c'est une blanchisserie, l'après-midi, c'est une société de négoce. Mais le secteur aussi devrait être assaini. On ne peut pas se lever comme ça et faire une entreprise non, l'entrepreneuriat est libre. C'est libre, oui. L'entrepreneuriat est libre. Mais c'est régi par des normes. Des garde-fous. Voilà. Oui, c'est régi par des garde-fous. Mais aujourd'hui, par exemple, heureusement, avec l'acte uniforme, vous pouvez créer la société, mais ne pas libérer immédiatement les fonds. Et puis, au fur et à mesure, les libérer. Sinon, à l'époque, on ne faisait pas comme ça. Ça, c'est une très bonne disposition qui sécurise bon nombre de choses. Oui, qui sécurise bon nombre de choses. Parce que souvent... de réguler aussi toutes les créations. Oui, maintenant, avec le guichet unique au CPC, aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'à l'époque, tout le monde présidait SARL temps, directeur général. Voilà. Des choses comme ça, à l'époque, le régime n'était pas clair. Ce n'est pas tant des infractions, mais quand même, ça fait un peu tiquer. Et donc, aujourd'hui, il y a une sécurisation plus ou moins. Et puis, il y a des flexibilités, de sorte que les infractions sur la création des sociétés, franchement, lorsque vous avez 10 000 francs, que le capital fera 100 000, bon, vous pouvez commencer avec les 10 000, ainsi de suite, au fur et à mesure, mais vous avez un certain délai pour tout harmoniser. Alors, en fait, le problème, ce n'est même pas forcément le capital qui n'est pas libéré qui est un problème. Pourvu que la société fonctionne. On peut avoir de l'argent, on peut avoir les idées, on peut faire en sorte qu'elle fonctionne. Et très souvent, on régularise ces choses-là. Alors, maître, quelles sont les solutions possibles pour sauvegarder et préserver l'entrepreneuriat dans tout ce brouhaha souvent qui fatigue? Très bien. Et ça implique, ça agit sur l'évolution. C'est tellement gravissime. Oui, franchement. Lorsque, par exemple, un chef d'entreprise, pour une infraction qui n'existe pas, on le fait arrêter et ainsi de suite, ça, ce n'est pas normal. Et la société meurt, l'emploi meurt. Comment faire pour sauver l'entrepreneuriat? En son temps, lorsqu'il y avait ces soucis, sur le plan purement juridiction civile, où je vais dire, on a créé le tribunal de commerce pour tout ce qui est infraction commerciale. Aujourd'hui même, il y a la cour d'appel de commerce. Il y a la cour d'appel de commerce. Pour montrer aux Ivoiriens qu'il y a maintenant un canal bien fait pour vos litiges commerciaux. Mais pour ce qui est des infractions pénales, pourquoi ne pas créer? J'ai vu qu'aujourd'hui, au niveau de l'instruction, heureusement, c'est une décision salutaire pour tout ce qui est infraction économique. Il y a un cabinet spécialement qui a été dédié à cela. Il faudrait que ça continue jusqu'au parquet. Qu'on ait un parquet commercial. Par exemple, comme dans d'autres pays, on a des parquets financiers, et ainsi de suite. Il faut un parquet commercial. Et même des services de police spécialement, des personnes spécialement formées à la matière commerciale. Parce que ce n'est pas évident, oui, des OPJ qui ont une formation pointue, spécifique en la matière. Parce qu'aujourd'hui, si on permet à tout le monde de pouvoir toucher à l'affaire commerciale, tout le monde n'est pas
n'a pas fait cette formation. Même en droit, pour celui qui a fait droit public, après le droit commercial de la licence, c'est de plus sûr que devant, il puisse encore faire droit des affaires. On peut oublier avec le temps. Donc, lorsqu'on a été formé spécialement pour ça, on sait au moins comment faire pour que les affaires commerciales ne tombent pas sur le domaine pénal, pour sauver l'entrepreneur, pour sauver l'emploi, pour sauver la société. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs me disaient, mais on a peur d'entreprendre. Lorsque vous entreprenez... Mais il y a de quoi avoir peur avec tout ce qui se passe là. On dit, bon, il n'y a pas d'emploi. Les gens veulent bien entreprendre. Mais si aujourd'hui, ils ont peur d'être poursuivis de façon hasardeuse, de se retrouver en détention, mais ils n'ont pas envie d'entreprendre. Donc, pour sauver l'entrepreneuriat, pour résorber un tas soit peu le chômage, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre. Lorsqu'une personne entreprend, elle emploie au moins une personne. Ça fait déjà 2 personnes qui ne seront pas au chômage. Mais si les poursuites pénales vont freiner l'ardeur des jeunes entrepreneurs, mais je vous dis, c'est l'économie qui va aller en lambeaux. Or, on n'a pas besoin de ça présentement. Donc, faire en sorte des personnes bien formées, des OPJ, au niveau de l'enquête préliminaire déjà, avoir des services de police ou de gendarmerie spécialisés en matière commerciale. Au niveau du parquet, avoir un parquet commercial. En instruction, nous avons déjà un cabinet pour les affaires économiques et maintenant des juridictions pénales commerciales pour savoir au moins de quoi il s'agit. Quand ces personnes-là sont formées, qu'elles le font, ça va sauver l'entrepreneuriat. Ça va résorber le chômage, ça va contribuer à résorber le chômage. Ça ne va pas tuer les entreprises dans le... Ça ne va pas tuer les entreprises. Parce que quand une entreprise meurt, c'est les emplois qui meurent. Une entreprise qui meurt, les emplois meurent, c'est une vie qui meurt. Une vie qui meurt, c'est la société qui se désagrège. Mais pourquoi alors faire en sorte que les gens peuvent entreprendre? Mais non, on n'a pas besoin de ça. On peut y remédier. Pour y remédier, c'est tout simple. Voilà la solution que je pose. Au niveau du barreau, naturellement, si on ne se spécialise pas, on est voué à la mort. Donc, on fait l'effort de faire des formations pointues pour que tout le monde ne puisse pas toucher à la... Pour que ceux qui sont formés, quand ils touchent au dossier, ça va plus vite. Mais en face, il faut qu'on ait des gens bien formés en matière commerciale, de façon spécifique. Des CV bien faits, on sait au moins celui qui va. Par exemple, vous êtes chargé des infractions financières. On sait que vous avez fait haute finance, vous avez fait des études de finance, de sorte qu'on ne vienne pas vous raconter n'importe quoi, et que lorsque le dossier est devant vous, vous sachiez déjà, dès le départ, ce qu'il faut dire pour qu'on puisse délier, on puisse faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Maître, là, c'est quand le dossier, on va dire, arrive au parquet ou à l'instance du tribunal du commerce, mais en entreprise, comment baliser? En entreprise, effectivement, avoir des juristes pointus. En entreprise, avoir des juristes pointus. C'est pas parce que le cousin vient de faire droit qu'on le prend pour être son directeur juridique. Mais non. Il ne faut pas mettre des sentiments. Non, comme on dit en affaires, il n'y a pas de sentiments. C'est pas parce que le cousin est passé à côté de la fac de droit qu'on le prend pour faire son juriste d'entreprise. Juste à côté. Non, il faut des personnes, il faut être sûr de ceux qu'on recrute, qui sont le premier levier en matière de droit des sociétés. Dans la société, le premier qui est déjà la sentinelle, qui tire la sonnette d'alarme, qui regarde bien, qui sait de quoi il s'agit, c'est le juriste d'entreprise. Et après, à côté du juriste d'entreprise, maintenant, avoir en accompagnement un très bon cabinet d'avocats. Tous les cabinets d'avocats sont très bons d'ailleurs dans notre pays. C'est pas vous qui avez dit le contraire. Pour la sauvegarde des entreprises. Oui, non, chez nous, les avocats, très bons. Les avocats ivoiriens sont très bons. Ça, je peux le confirmer. On salue au passage le bâtonnier qui était sur notre plateau, qui l'a attesté. Et puis voilà, il y va aussi de la flexibilité, parce que le monde des affaires, ça va vite. Ça va vite. Et il faut que les décisions soient rendues vraiment dans un laps de temps. Ça va. Et avec ce à quoi on assiste... Le côté pénal, il faut spécialiser. Depuis les OPJ jusqu'au jugement. Ça va faciliter la tâche. Puis il va y avoir une certaine flexibilité. Absolument. Une fluidité dans les actions. Voilà. Pour ne pas que tout le monde touche à cette matière-là. Parce que imaginez-vous, un chef d'entreprise, quand il sort de son bureau, il est convoqué, mais c'est l'entreprise qui vacille. Et les emplois avec. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est des drames auxquels on assiste. Combien d'entreprises ont été créées et qui ont fermé du fait d'une poursuite pénale? Il y en a beaucoup. Comme on le dit. Et pendant ce temps, cet argent qui va, qu'est-ce qu'on dédommage comment? Et justement, l'argent, L'argent, on ne le dira jamais assez dans tous les domaines, n'aime pas le bruit, n'aime pas le brouhaha, n'aime pas le méli-mélo. Absolument. Merci, Maître Koné Kiyobia. Il est 7h27. Merci d'être resté avec nous pour ce thème très, très intéressant. Et puis, j'allais oublier, bientôt dans Matin Bonheur, avec la rédaction en chef, il y aura des cas pratiques chaque mardi. Il y aura des cas pratiques, des cas que vous pouvez vivre avec chaque fois une personne idoine pour nous
ont parlé, des problèmes qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit dans le commerce, dans l'éducation, des problèmes de tous les jours, parce qu'à Matin Bonheur, on veut de plus en plus être proche des Ivoiriens, toutes tendances confondues. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir, mais il y a la rediffusion des highlights de cette émission aux alentours de 14h. Ciao, ciao et bonne journée sur RTI 1.